It's the music that we choose. 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 Le débrief avec Flavien Ziolkowski et son équipe. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour le débrief. Au programme aujourd'hui, le grand match de la Ligue 1 hier soir avec PSG Lille. Newcastle qui recrute Made in France, c'est l'affaire de la semaine. Le dossier sur le Bayern de Munich aussi, un point sur la Coupe d'Afrique des Nations et plein d'autres choses. Avec moi comme d'habitude Jean-Régis, salut JR. Salut Flavien. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Victor aussi, bonjour Victor, tu vas bien? Ça va et toi? Avec un maillot des Jazz. Ouais, toujours. Et puis Charles aussi est avec nous, salut Charles, ça va? Salut Flavien. Et puis Jérémy le Marseillais, fan de l'arbitrage cette semaine avec notamment Rennes-Marseille. Bonjour à toi. On en reparlera tout à l'heure. Messieurs, une heure d'échange d'idées et d'analyse pour vous aider à vous faire la vôtre. C'est le débrief. « 22e journée de la Ligue 1 et le grand match, c'est bien sûr PSG Lille, victoire des Parisiens 1-0. Un but d'Aurélien Tchédjou contre son camp à la 68e minute de jeu. Un centre de la Vézi mal capté par Elana qui retombe malencontreusement sur la poitrine de Tchédjou, qui donne bien sûr 3 points aux Parisiens. Ah, ça compte. Ouais, beaucoup de faits de jeu dans ce match, avec notamment le but refusé aussi à tort de Ronny Rodelin, on en parlera aussi tout à l'heure. En première mi-temps, pour un rejeu inexistant de Nolan Roux. Messieurs, Paris s'en sort bien, peu d'occasions et des Lillois qui peuvent s'en mordre les doigts. Un match peu intéressant. Nous avons les réactions de Sylvain Armand et de Rudy Garcia, l'entraîneur du LOSC, à l'issue de la rencontre. Écoutez. On n'a pas fait notre meilleur match, mais les 3 points sont là, c'était le plus important, vu le résultat de Lyon hier. Et puis pour nous, pour rester dans une situation positive. Et même si ce soir, encore une fois, c'était pas le meilleur match, mais c'était ces 3 points qui comptent et ils compteront peut-être à la fin. On a été supérieur au PSG dans tous les domaines, tactiquement, au niveau athlétique, au niveau du jeu. C'est une défaite rassurante. Voilà, si on joue tous nos matchs jusqu'à la fin de saison comme ce soir, on va plus en perdre beaucoup. Il est excellent quand même, Rudy Garcia. On a été supérieur dans tous les points du jeu. Enfin, mais on va en parler. La prestation des Parisiens a été pour moi plus qu'inquiétante. Oui. Charles, Victor et Jean-Régis, vous avez regardé le match. Je vais commencer par Jean-Régis. Ouais, j'ai vu le match. Alors bien sûr dans le jeu rien d'extraordinaire et tout, mais moi une équipe qui me semble solide et qui même en jouant mal s'impose. L'effet de jeu, tout ça, à la fin des saisons on les oublie. Ils prennent encore 3 points. Ils se dirigent vers le titre. Et puis il faut savoir les gagner ces matchs-là justement. Voilà, et donc ils ont la chance du champion. Donc effectivement le niveau de jeu est pas terrible, mais moi je les vois pas réellement inquiétés cette année. Et à mon avis, ils filent tranquillement vers le titre. Zéro occasion pour le PSG à part le poteau de Ibrahimovic. Ouais, c'est ça. Et puis Ibrahimovic quand même c'est inquiétant. Ça fait quand même plusieurs matchs que le mec est moins bon. Vraiment. Il est chaud, moins bon en fait en hiver justement. Enfin, en Italie à chaque fois dans ces périodes-là, en janvier, février. Il y a eu la trêve. On lui achètera une doudoune. Mais non mais les Suédois pourtant. Ouais. Charles. Non mais déjà sans parler de ça, on dit que c'est des matchs qu'il faut gagner, mais il les gagne quand même déjà à la base sur une erreur d'arbitrage. Garcia, il a quand même raison de dire que à la fin du match, il a quand même raison de dire que le match c'est plus le même si ils ouvrent le score. C'est quand même scandaleux que l'arbitre il voit rien. Ouais, ça arrive. Enfin, je sais pas, c'est des ça erreurs arrive un comme petit peu trop souvent pour le PSG. Jérémy, encore une erreur d'arbitrage. Ouais, entre les pénaltys inexistants souvent pour le PSG ces derniers temps et depuis le début. Non, tu peux pas dire Victor, tous en même temps s'il vous plaît. Regarde, par exemple, tu vas avoir une faute de Rennes OM, la faute sur Gignac, la balayette. Non mais attends, mais écoute-moi, le but de l'homme est hors jeu, tu sais. Mais non, attends, je te parle. Laisse parler Jérémy. À la fin du match, Gignac qui se fait balayer par Théophile Catherine. Déjà l'arbitre il y a pénalty. Ça c'est une faute qui est sifflée pour le PSG mondiale de l'arbitrage. Mais non, mais je te le dis, sur cette action, sur cette action, c'est une faute qui est sifflée pour le PSG. Non mais n'importe quoi. Non mais je te le dis, si. Dis-moi combien de pénalty a eu Paris cette saison en fait. Mais ça, mais attends, tu balances des conneries comme ça. Mais en début de saison, mais attends, mais il y a qu'à voir aussi l'année dernière, il y a qu'à voir la saison dernière aussi. C'est tombé. Combien Néné a mis de buts l'année dernière sur penalty par exemple? C'est normal. Voilà, quand tu es beaucoup dans la surface et que tu te fais faucher, t'as des penalty. Depuis le début de la saison, c'est pareil. Ils ont un penalty. S'il vous plaît.
On a bien compris qu'il y avait une erreur d'arbitrage du côté marseillais et aussi du côté parisien. La preuve, le but de Marseille, il est hors jeu. Enfin, c'est pas. Il y a pas personne. Mais le oui, mais là, hors jeu, il est pile sur la ligne au niveau du centre. Mais le ballon, il est pile sur la même. Il est sur la même ligne. On s'en fout. T'as regardé ça hier ou pas? Ils ont refait voir le ralenti. Non, ils ont dit qu'il n'y avait pas peine. On revient sur le sujet du Paris Saint-Germain. Ça fait vraiment débat. Hein. Je sais pas, apparemment le PSG est avantagé par l'arbitrage. On revient sur la prestation des Parisiens, Jean-Régis. Je sais pas quand. Par rapport à Toulouse, Paris a fourni une très belle copie contre Toulouse en 6ème de finale de Coupe de France mercredi. Complètement l'inverse hier soir. Mais tu expliques ça par quoi? Mais moi, tous ces débats me fatiguent. On est en face d'une équipe qui est très forte, une équipe qui peut pas faire un match de malade à toutes les parties. Enfin, collectivement, on peut pas être au mieux. Même les jours où ils sont moins bien, ils gagnent. Ils sont là. J'ai le classement sous les yeux. Premier de Ligue 1, à égalité avec Lyon, dont tout le monde ne cesse de vanter les mérites. Donc moi, ce discours d'inquiétude et après de succès sur le PSG au gré des matchs, je le supporte pas. Je veux une vision globale des choses. La vision globale des choses, c'est que c'est une équipe qui a encore des difficultés dans le jeu, mais qui est bien au-dessus dans le championnat pour moi. Oui. Non, Charles. Non mais rien que sans parler de ça, si aujourd'hui ils sont en tête de la Ligue 1 et qu'on dit c'est quand même solide, c'est parce que derrière c'est faible, mais c'est faible. Même Lyon c'est hyper faible. On va voir en Ligue des Champions et encore contre mais la prestation des Parisiens est très inquiétante. Ben oui, c'est ce que je dis. C'est que s'ils veulent jouer un rôle principal sur la scène européenne, c'est quand même hyper grave quoi. Hier tu regardes l'équipe de Lille, mais elle est décimée comparée à l'équipe avec laquelle ils ont pu être champions, comparée à l'équipe de Paris. Mais c'est faible derrière. C'est normal que les mecs qui soient devant. Et encore hier ils sont malmenés tout le match contre Valence, qui est encore pas trop mal en Ligue 1. Ils reviennent très bien là dans le championnat espagnol. Ben, ça va pas être aussi facile que les gens pensent. Mais ça fait PSG Ajaccio 0-0, une prestation plus qu'ennuyeuse pour les Parisiens. Un Bordeaux PSG la semaine dernière qui était très ennuyeux aussi. Et là, la copie des Parisiens. C'est dû à quoi? Parce que la vie sans Ibrahimovic contre Toulouse, ça s'est très bien passé. Victor, et là le retour contre Toulouse, t'as aussi une équipe qui a pas forcément joué à 10 derrière comme a pu le faire Bordeaux avec son terrain minable en plus, ou Ajaccio, tu vois. Bon, après hier c'était différent, Paris a quand même bien joué pendant 20 minutes, enfin faut pas non plus dire qu'ils ont fait un match calamiteux. Il y a eu vraiment 20 minutes. Les 20 premières minutes ils les ont écrasés, moi je sais pas, je les voyais pas sortir quoi, mais après j'ai pas l'explication, mais Paris a arrêté de mettre du mouvement en fait dans son jeu au bout de la 20e minute. Rudy Garcia, du coup ça c'est compliqué. Rudy Garcia, on l'a écouté tout à l'heure, dit que c'est encourageant pour la suite. Jérémy, tu penses pareil? Lui il dit ça depuis, excuse-moi de couper Jérémy, mais il dit ça depuis le mois de septembre et ils sont 11e, donc lui aussi il faudrait qu'il change un peu de discours parce que je crois qu'il intéresse plus personne. Hein. Mais on a trouvé des Lillois quand même entreprenants sur la pelouse du parc. Moi je trouvais pas mal. Le petit Digne il a fait un bon match. Ronny Rodelin, l'ancien Nantais là. Mais le problème c'est que hier ils ont pas mal Rodelin. Ils ont cessé de dire que c'était un jeune joueur et tout. Je crois qu'il doit avoir 22 ou 23 ans déjà. Ouais. Il serait temps qu'il y ait le mec l'ancien Nantais. Ouais, ce serait temps que le mec commence à confirmer parce qu'il avait fait une bonne saison en Ligue 2. Après il est parti s'enfermer à Lille et puis il joue pas. Donc voilà, il fait partie des attaquants comme maintenant il joue parce que par défaut. Hein. Parce que c'est comme Gianni Bruno, le jeune attaquant, là il se met à jouer parce qu'il y a plus de solution quoi. Il y a quand même un manque de profondeur de banc. La prestation de Lucas, un petit mot sur Lucas. Il a fait un bon match hier, 3e titularisation. 20 minutes et puis ça va. D'accord avec toi. 20 minutes et puis ça va. Est-ce qu'il a fait un bon match? Il a été un petit peu fantomatique à Bordeaux. Heureusement que la passe décisive l'a rattrapé. Il sort avec les applaudissements du public, mais c'est juste parce qu'il a fait 2-3 gréguilles, ça fait plaisir aux supporters. Quoi. C'est le spectacle, c'est le spectacle brésilien. Mais après, dans son match, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Moi, il y a 2-3 fulgurances, voilà, mais pour l'instant, à mon avis. D'ailleurs, il aurait dû commencer avec Pastore. Je pense que Pastore, dès qu'il est rentré, il a apporté quelque chose d'intéressant, c'est ses passes longues. C'est exactement la même chose. La passe à la visible. L'entrée de Pastore la semaine dernière à Bordeaux avait fait énormément de mal. Il est sorti à la mi-temps, Pastore, je crois, la semaine dernière. Ouais, et alors ça veut dire non, il est rentré contre Bordeaux la semaine dernière. La place de Lavezzi. Et vendredi prochain, donc Toulouse PSG, Pastore va-t-il être titulaire à la place de Lucas peut-être? Sur ces 2 dernières entrées, Mota est blessé. Surtout il marque à chaque fois contre Toulouse. Non mais surtout il y a Mota qui s'est blessé hier soir. Ouais, il s'est blessé aux ischio-jambiers, il en a sûrement pour 2 à 3 semaines. Jean-Régis, les tops et les flops, tu as regardé le match. Qui pour toi, on va commencer par les tops, le premier qui t'a marqué, le joueur du match? Moi, je t'avoue que j'ai regardé pourtant avec grande attention, mais j'ai pas réussi à
à dégager des individualités, donc je répondrai pas à cette question. Mais en revanche, moi, Femme de la chose sur laquelle je veux insister, c'est que le PSG est solide, est toujours premier, a toujours la meilleure défense du championnat. Vous oubliez que c'est une équipe qui a été renouvelée à 80%. Non, moi je suis pas d'accord avec votre discours. Et le top, un joueur qui t'a marqué, Silva, que tu veux mettre en avant. Le petit Rodelin, il fait un bon match. Ouais, voilà, plutôt du côté de Lille même. Du côté de Lille, Rodelin, bien sûr. Rodelin, ouais. Je l'ai Dimitri trouvé pas Payet mal. aussi a été bon, non? Oui. Ouais, mais Moins influent que d'habitude quand même Ouais. sur le jeu. D'accord, et les flops? mais si. Moi, les flops, c'est ce que je disais. C'est les attaquants. Ouais, mais c'est les attaquants hier soir. Lucas Digne a été super précieux en défense et offensivement, il apporte des c'est un centres espoir. magnifiques. Ouais, mais il est temps, en défense, il est trop Oui, tôt, mais mais il est encore jeune, mais après quand il va commencer à c'est un rentrer, très- C'est très- à l'avenir, hein. C'est très bon pour l'équipe de France, ça, c'est Lucas très Digne, bon. parce Oui, qu'en arrière gauche, on en manque. On en manque derrière gauche. Et au niveau des Digne flops, de la- l'arbitrage, bien sûr. Ouais, l'arbitrage. Les attaquants. Ibrahimovic. Les Et attaquants Nolan parisiens, Roux, ouais. Tullio De Melo, c'est une catastrophe les mecs quoi. Ouais. Tullio De Melo, il a pas marqué Il encore en a Ligue mis 1. le poteau, Il a mis un Melo, poteau, quand même. hein. Il a mis un poteau, c'est poteau. pas- Nolan Roux a très très peu ça que Nolan d'influence Roux a sur pas l'attaque été On l'a pas lilloise, vu j'ai trouvé Nolan aussi. Roux, on l'a pas vu le mec. Donc plus de flops du côté parisien et des attaquants des deux équipes et plus de. Et puis Le Elana top aussi. Elana quand même, c'est quand même lui qui fait paumer le match. Ouais, c'est Ouais. vrai que. Pour lui le match. Que c'est vraiment dommage pour Lille. En Au même temps, classement. s'il n'y a pas le but contre son camp, il y a pénalty sur Zlatan et sûrement rouge juste derrière. Au classement, Paris reste leader à égalité de points avec Lyon, 45 points, mais avec une meilleure différence de but, plus 26 pour Paris et plus Et 19 depuis quand ils n'ont pas encaissé pour, de but déjà pour Lyon. 6 matchs, record pour Sirigu. Ah oui, Santiago Silva, qui- hein, quand qui a- même. qui a C'est- battu, c'est pas mal. D'ailleurs, à la Pardon. 16e minute de jeu, des magnifiques Ouais, réclamations, et Sirigu, ça, c'était Sirigu. vraiment très beau. Ouais, ouais. Et puis Marseille complète le podium avec 3 points de retard. Il n'y avait pas beaucoup d'ambiance du côté du Parc des Princes hier, mais il y en aura plus du côté de Charles Matorez, parce que c'est paroles du supporter dans le débrief. Parole de supporter, Charles Matorez. Où va-t-on cette fois-ci, Charles? Alors, je voulais vous dire ça tout de suite, messieurs. Juste avant de commencer ma chronique, je voulais glisser un mot. Vous savez qu'hier s'est déroulée la manifestation pour le mariage pour tous. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi je suis pour le mariage gay, messieurs. C'est simple. Parce que je me dis que même si j'ai 0,1% de milliards de chances qu'un jour Zinedine Zidane me propose de l'épouser, eh ben, au moins, je veux pouvoir le faire en France. Alors, trêve de pitrerie, messieurs. Si je vous dis George Best, Giggs, Main Road, Old Trafford, Ferguson, Mancini, vous me répondez? Vous me répondez Manchester, évidemment. United. Red or blue, rouge ou Et du bleu. Mancini aussi. Voilà la question. Quand vous habitez Manchester, c'est un choix qui est fait pour vous dès la naissance et à vie. Là-bas, pas d'histoire de religion, de classe sociale. Le choix est une affaire de famille. Ouais, tous à l'usine. Un derby historique, une histoire interminable qui a démarré il y a plus d'un siècle. Alors, fin 19e, les ouvriers s'approprient un sport et c'est le football. Pour l'anecdote, figurez-vous que le club de City a été créé à côté d'une paroisse. Un prêtre voyait dans le football une manière d'éduquer les jeunes. Quand on voit ce que ça a donné avec Ribéry, on peut voir ce qui s'est trompé. Les années 10, les années 20, c'est City qui va régner sur le derby. Mais les supporters sont déjà extrêmement présents. Plus de 20 000 personnes, tous debout. Et il faut déjà agrandir le stade. C'est le début de la ferveur. Par la suite, plusieurs éléments vont marquer et forger l'identité, l'histoire du derby. 58, vous la connaissez l'histoire. Terrible tragédie qui marquera le monde du football anglais à jamais. L'avion qui transportait les joueurs d'United s'écrase à Munich. 8 joueurs sont morts, 8 autres sont blessés. Et ironie du sort, les 50 ans de la commémoration de cette tragédie a lieu jour de derby. Les observateurs avaient peur de la réaction des supporters de City durant la minute de silence. Parce que vous savez, il y a toujours l'idiot du village durant la minute de silence. Qui, dans un élan d'adrénaline, trop ivre pour retenir sa folle envie de rompre le silence, généralement pour hurler un truc aussi peu drôle que stupide, du genre le nom de son pote, Christophe, enculé, la Bretagne, ça vous gagne. Ils disent vraiment la Bretagne, ça vous gagne? Non, pardon, ça c'est moi. Je suis emporté. Revenons aux choses sérieuses. T'aimes pas breton hein. Non, Nantes c'est breton, on va pas rentrer dans ce débat. Revenons aux choses sérieuses. Eh bien, figurez-vous que durant cette minute de silence, pas un mot de la part des 75 000 spectateurs d'Old Trafford. Une émotion incroyable que je vous proposais de découvrir en images sur notre page Facebook. Mais certains joueurs aussi marqueront l'histoire de ces derbys. Côté United, George Best, celui à la dégaine si particulière, les cheveux mi-longs durant l'éclosion des Beatles, une sorte de pop star du football, mais pétri de talent. Pour vous donner une idée, physiquement, George Best est aux Beatles que Christophe Jallet est à Pascal Obispo, à peu près. La légende du numéro 7, cette histoire vous la connaissez, ce numéro porté successivement par Best, Cantona, Beckham, Ronaldo, que des joueurs qui ont marqué Manchester United. Puis viendra les années 2000, les deux clubs sont rachetés par des grandes fortunes, les stades se transforment en supermarchés de produits dérivés, les prix des places deviennent exorbitants,
Un abonnement à l'année coûte 1500 € à Manchester City. Autant vous dire qu'on est bien loin du supporter ouvrier à l'époque des valeurs qui ont créé le club. Les stades sont toujours aussi pleins, mais leur fréquentation a changé la dérive du football business. Alors aujourd'hui, vous pouvez visiter le stade de Trafford les jours où il n'y a pas match pour 12 € et terminer votre visite dans la superbe boutique afin d'acheter un grille-pain Manchester United. Et tout seul. Quelle tristesse quand on sait qu'un abonnement à Istres ne coûte que 80 €. C'est pourquoi un groupe de supporters de Manchester, lassé de cette politique, a créé son propre club. Ils ont revendu leur abonnement annuel pour former un club, le FC United, sur le principe de l'actionnariat populaire. Le principe est simple, chaque abonné paye et peut voter pour les décisions du club. Ils sont 5000 abonnés et encore plus de spectateurs à soutenir ce club de 5ème division. Mais peu importe, le club leur appartient. Ils peuvent chanter debout et la place ne dépasse pas les 5 €. Alors l'argent a beau être au cœur du débat, messieurs, Old Trafford restera toujours le théâtre des rêves. Les Citizens et les Mancuniens continueront de nous faire rêver. Ferguson n'est pas parti, alors ils peuvent tout changer. Mais les habitants de Manchester savent que le club est à eux et à personne d'autre, car l'histoire ne s'achète pas. Alors à la semaine prochaine, d'ici là, aux armes supporters, ici c'est le débrief. Merci beaucoup. Bravo Charles. Merci beaucoup Charles, on parlera de la FA Cup tout à l'heure avec bien sûr les supporters. Rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles paroles de supporters. Bien sûr, en attendant la suite, c'est bien sûr l'affaire de la semaine, c'est Newcastle qui pille la Ligue 1, 5 joueurs. Nouveau château qui pille la Ligue 1. 5 joueurs ont quitté la France, direction l'Angleterre. On a Massadio Aïdara, l'arrière gauche de Nancy, Yoann Gouffran, l'attaquant de Bordeaux, Mapou Yangambiwa, le défenseur de Montpellier, Moussa Sissoko, le milieu de terrain de Toulouse, un temps pressenti à l'OM, Jérémy. Et puis Mathieu Debichy, l'ancien Lillois. 11 Français chez les Magpies, du jamais vu. On peut en faire une équipe titulaire, écoutez bien. Il y a Sylvain Marvaux, l'ancien Rennais, Yoann Cabaye, l'ancien Lillois, Ben Arfa, Mehdi Abeid, Romain Malfitano et Aubertan. On va écouter tout de suite la réaction de Moussa Sissoko après son départ de Toulouse au micro de TFC TV. J'ai choisi le championnat anglais parce que je pense que c'est le championnat qui correspond le mieux à mon style de jeu. Et voilà, vu la belle saison qu'ils ont fait l'an dernier, voilà, c'est ce qui m'a motivé à choisir ce club. Et voilà, j'aurais du temps de jeu. Et voilà, au niveau de la sélection, c'était important pour moi de choisir un club où je pourrais m'exprimer au maximum. Et je pense que Newcastle est le club idéal. Jackie nous a rejoint. Comment tu vas, Jackie ? Ça va, nickel. Hein. Pourquoi Newcastle recrute des joueurs français en masse, messieurs ? Est-ce que cette affaire vous a-t-elle choqué ? Je vais commencer par Jean-Régis. Ils ont donné leurs raisons, de toute façon, soi-disant des joueurs peu chers, habiles techniquement. Moi, je pense qu'il y a un agent qui est en train de se gaver et de croquer là derrière. Il y a Graham, le directeur sportif de Newcastle, qui est bien connu, qui a l'habitude de travailler avec plusieurs agents français. Pas des plus recommandables. Donc ce qu'on nous vend comme un subit exil géographique pour une ville qui sera amoureux des Français, à mon avis, personnellement, parce que je connais un peu ce milieu, c'est surtout le fait d'un agent qui est bien placé auprès des dirigeants de Newcastle et qui croque en envoyant tous les Français qu'il peut envoyer là-bas sous le prétexte d'acquérir des joueurs pas chers et techniques. C'est pas que des mauvais choix, hein. Charles, c'est pas que des mauvais choix quand même. C'est pas que des mauvais choix sportivement. Sportivement, c'est pas que des mauvais choix. Je voudrais qu'on aille pour eux, c'est discutable. Au-delà de la face émergée de l'iceberg et voir qui est derrière ça. Moi, c'est ce que je me pose comme justement, les joueurs de Ligue 1 se plaignent qu'il n'y ait pas assez de ferveur dans le football, dans le championnat de France. Là, au moins, à Newcastle, c'est un club qui respire le football. C'est un club qui aime ça. Oui, certes, ils sont en difficulté, mais avec l'équipe qu'ils ont, ils vont peut-être remonter la pente. Surtout que Ben Arfa va revenir de blessure. Jérémy, très choqué par cette affaire. Très choqué. Ça t'a interpellé cette affaire. Surtout que Moussa Sissoko était pressenti à l'OM. Et a été vendu à 3-4 millions à Newcastle. Là où je suis choqué, c'est que forcément, l'OM joue le titre cette année. On est à 3 points du premier. Enfin, je dis je suis désolé. Et il part pour Newcastle pour jouer le maintien. Alors oui, ok, d'accord, ils sont encore en Europa League. L'OM ne l'est plus, mais après, faut avoir ses, comment dire, non. L'année prochaine, Marseille, ça jouera la Ligue des Champions. Newcastle, ça sera plus européen. Chacun fait ses choix. Et tout ce qui intéresse ces garçons, c'est de se positionner en championnat d'Angleterre et d'y arriver et ensuite de signer dans un plus grand club. C'est toujours la même histoire de jouer de jouer tous les week-ends contre des clubs champions d'Europe, contre des clubs qui remplissent des stades, etc. Sans leur manquer de respect, sans des Evian, sans des Ajaccio, sans des tout ça. De jouer contre des clubs où il y a une ferveur dans un pays où on vit football. Je veux dire, c'est ça. Moi, je suis plus contre les joueurs qui partent au Qatar et en Chine que ces joueurs français qui partent à l'étranger. Après, je reprends là-dessus.
le truc qui m'a interpellé, c'est une déclaration d'Alan Pardew, entraîneur de Newcastle, il y a 5-6 ans, qui critique ouvertement Wenger. En 2006. Qui critique donc ouvertement Wenger, qui dit qu'on perd les valeurs du football anglais, que les supporters vont s'enlacer, etc. Mais là, il est satisfait il a 10 joueurs français dans son effectif, donc c'est un peu de l'hypocrisie de la part d'Alan Pardew, je pense. On peut en faire une équipe type quand même. Non mais surtout, on est en train de dire oui, les joueurs partent, etc. Mais il faut bien se dire que s'ils partent aussi, c'est parce que les présidents n'ont plus les moyens de les garder. Il y a personne qui les retient. Sissoko, c'est même pas ça. C'est que Toulouse lui a carrément fait clairement comprendre qu'il était plus dans le projet parce que il allait perdre sa place. Oui, mais non, mais dans 6 mois, il est en fin de contrat. Ils l'ont formé. Alors, soit le mec a vraiment des valeurs. Dans ces cas-là, à la fin de ses 6 mois, il re-signe et il fait payer. Mais ce qu'il fera jamais parce qu'il pourra partir libre. Donc c'est aussi les présidents qui n'ont plus les moyens en France. Et la preuve, sans parler que de Newcastle, on est en train de perdre tous les joueurs. Là, c'est un des championnats d'hiver les plus... Cette année, ça devient terrible. Est-ce que les Moussa Sissoko, les Yanga Mbiwa ne pouvaient pas espérer un meilleur club? Mais ça veut dire, si un meilleur club, ça veut dire un risque d'être sur le banc. Là, Newcastle, ils ont une place de titulaire acquise, Jean-Régis. Ouais, ils vont jouer. Non, mais moi, c'est pas sportivement. Sur le niveau sportif, j'ai rien à tellement redire. C'est derrière là-dessus. que ça coince. Mais en fait, pour avoir travaillé dans un club, je sais que quand il y a plusieurs mouvements comme ça entre deux clubs, c'est pas simplement la volonté du club. Il y a souvent un agent qui est là, qui est bien placé et qui croque. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de croquer gravement sur tout ça. Voilà. Jérémy? Bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec JR. Mais après, on peut se poser aussi la question de la place de ces joueurs-là qui sont en équipe de France. Moussa Sissoko est revenu pour le match contre l'Espagne. Il avait fait un super match, donc on suppose qu'il sera encore dans le groupe après. Après, oui, pareil, Mapou qui est titulaire. Mais étant donné que Cabaye est aussi là-bas et qu'il est encore en équipe de France après être parti de Lille, moi je me pose pas la question. Je pense qu'ils seront encore en équipe de France. Moi je pense que vous parlez tout à l'heure de places titulaires acquises. Mbiwa et Sissoko, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de travail. Il n'y a pas d'Ilan, il n'y a pas d'attaquant comme ça en Angleterre. Yanga Mbiwa, il est bien gentil, mais quand il aura Van Persie ou des Suarez sur le dos, bonne chance. Hein. Surtout 100 ans d'adaptation, puisque là, en arrivant en janvier, en direct dans le grand bain, il n'y a pas de temps d'adaptation, il n'y a rien du tout. Mais laisse-leur le temps de s'acclimater. Oui, mais aussi. ils vont pas être titulaires d'entrée. C'est là que je dis que tu dis une bêtise pour moi. Et tout n'est pas condamnable. Hein. Demain, si on vous propose le choix entre jouer à Montpellier ou Newcastle, je suis pas sûr que vous faisiez le choix d'aller jouer à Montpellier. Ah non, je suis une de suite à Newcastle. Voilà. De toute façon, on verra ça la semaine prochaine. Mais vous le savez très bien, dans le débrief, c'est aussi de la musique. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après Timbaland et Kerry Hilson. I rent a room in the house. Listen, baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby girl, when I make it, I want you there. I want you there, yeah. C'était Timbaland, Kerry Hilson dans le débrief. Gerrard! Terrific run by Ben Arthur. He could go all the way. He has gone all the way. Another
Et oui, Angleterre, c'est la FA Cup, c'était l'événement du week-end avec pas mal de surprises, puisque de gros clubs anglais sont tombés, d'autres ont été accrochés. Chelsea s'est fait peur sur la pelouse de Brentford, club de 3ème division, 2 buts partout. Liverpool, ça va déplaire à Jackie. Laisse-le annoncer le score. Ouais, éliminé combien ? 3-2. 3-2 par qui ? Oldham, club de 3ème division. Aïe, aïe, Par aïe, aïe, vieille aïe. dame. Et Tottenham. Non, vieux jambon. Et Tottenham Ah ouais, aussi est tombé chez Leeds. C'est Leeds United, une équipe de seconde division. Beaucoup de surprises pour ce 4e tour de Cup. Ça équivaut au 16e de finale. C'est ça. 16e de finale. Manchester United a réussi pour lui le gros coup en s'imposant contre Fulham 4-1. Oui. Rien d'insurmontable, mais c'est quand même une belle victoire quand on voit les autres résultats des concurrents. Doublé de Chicharito, Rooney et Giggs. Et City s'impose à Stoke sur un but de Zabaleta. Messieurs, un week-end surprenant en Angleterre. Est-ce bien pour les petits clubs ou alors très inquiétant pour les gros ? Bah, à la Parce limite, que là j'ai l'impression qu'il va aller mieux tomber contre un club pro, un peu comme en France avec la Coupe de France. Au final, Manchester, ils sont tombés sur Fulham, City, enfin Manchester United sont tombés sur Fulham, City est tombé sur, comme tu as dit, c'était qui City a été C'était joué Stoke. À Stoke. Ouais. but Bah, de pareil, Zabaleta à la 85e. Je pense que c'est moins compliqué pour ces équipes-là justement de jouer contre une équipe pro. Alors que les équipes amateurs de D4, D5, avec le jeu à l'anglaise, à l'ancienne, avec beaucoup d'engagement, parfois sur leur terrain un peu pourri, bon, ça les avantage quand même un peu. Quoi. C'est un peu la même chose qu'en Ah, France, voilà. c'est-à-dire que des 11 joueurs qui sur un match sont quand même des semi-professionnels peuvent toujours inquiéter 11 autres professionnels. Donc il se répète en Angleterre ce qui se passe en France et dans toutes les coupes nationales. Le public Des aide beaucoup. surprises. Le public aide beaucoup. Ouais, c'est magie des cups. Je veux dire, Liverpool, ils perdent 3-2 à Brentford. Le stade il était en folie pendant 1h30. C'est un derby d'époque, puisque Oldham, début des années 90, c'était en première division. C'est dans la banlieue de Manchester. Vous imaginez bien que Liverpool est mal vu là-bas. Ça sifflait, ça donnait des coups. C'était injouable, mais c'est la magie de la coupe. Brentford avec Chelsea, c'est pareil. Turnbull qui fait une erreur en plus. C'était injouable. C'est vraiment la magie de la coupe. Hein. Ouais, des terrains complètement Non, catastrophiques. mais le pire terrain que j'ai vu ce week-end, c'était Old Trafford. Hein. C'est vrai. Le pire terrain que j'ai vu ce week-end, c'était Old Trafford. Ça fait un mois ou deux où le stade, enfin la pelouse d'Old Trafford, c'est un champ de patates quoi. Et les 8e de finale sont très ouverts pour Arsenal. Arsenal qui s'est qualifié chez Brighton, club de 2e division, 3-2 avec notamment un doublé de Olivier Giroud. Le premier but est pas mal. Quel match. Quel match qu'il a fait, Giroud. Magnifique. Ouais, il a fait un très très gros match. Il progresse beaucoup en ce moment. ouais. Ça revient à ce qu'on disait quand Walcott avait été mis à la place de titulaire. Il revenait de blessure, il avait été malade aussi, et on se demandait s'il allait récupérer sa place de titulaire. Non, mais je vous l'avais dit, moi. On l'avait dit qu'il reviendrait sûrement à la pointe de l'attaque et que Walcott, au bout d'un moment, ça bloquerait. Étant donné là, que l'équipe du côté d'Arsenal, commence à s'éclaircir avec Podolski attaquant droit, Podolski attaquant gauche, Walcott attaquant droit, et puis ce milieu à 3 et puis Giroud en pointe avec ce milieu à 3 Arteta est blessé encore. Wilshere et Cazorla. Diaby qui remplace Arteta en ce moment. Attends de se blesser. Mais il sur Diaby. Sur 3-4 matchs d'affilée, il fait tout le match. une passe D pour Giroud sur le deuxième but. J'avais pas remarqué qu'il était revenu. Sur la défaite de Liverpool, Jackie, toi qui a regardé le match, Défaite de Liverpool, c'est ces matchs de coupe avec beaucoup d'engagement, avec des jeunes alignés en défense, Coates 21 ans, Robinson 19, Wisdom 19, qui manquent d'engagement. Au mieux, pareil, ça a 22 ans, ça manque d'engagement, ça manque d'expérience à ce niveau-là d'engagement. Je veux dire, quand on joue contre des Fulham, des Sunderland qui posent plus ou moins le ballon, ça va, on s'en sort, on fait des passes, on bouge. Mais quand on joue sur un petit terrain contre des gens qui vous huent pendant 1h30, et en plus ça balance des longs ballons devant sur un attaquant d'1m92, c'est sûr qu'ils sont pas habitués, c'est sûr qu'ils se font bouger, les jeunes se sont fait bouger derrière. Ouais, mais c'est partout pareil, on sait très bien que la coupe, quand tu joues contre une équipe plus faible, tu pars à la guerre. Ah oui, ça c'est clair, c'est la guerre. Si psychologiquement ton équipe n'est pas là, bah tu te fais bouffer. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Chelsea perdait 2-1, ils ont fait rentrer Dembaba à un moment, et il y avait même Juan Mata. Avec des joueurs d'une telle classe, on se doit de gagner chez un club de 3ème division. Wow. Et il a suffi d'un but magnifique de Torres pour se sauver. C'est quand même la situation est critique quand même pour les gros clubs. De toute façon, Chelsea ils sont pas au mieux depuis le début de l'année, mais je partage pas ton sentiment. Sur un match de coupe, 11 semi-professionnels, que ce sont souvent ces garçons qui jouent en D2, D3, D4. Et souvent issus sur des un match, formation. Ils peuvent largement tenir pour moi un groupe de 11 professionnels. Je ressors la phrase de Giroud à ce sujet-là. Quelle est la différence entre un joueur de Ligue 1 et un joueur de CFA, Flavien? C'est qu'il y en a un qui a pas eu de chance blessure et de la chance. Ouais.
Voilà. La condition physique. Et je voudrais revenir sur la prestation très médiocre d'un gardien de football. Pour moi, l'un des plus mauvais. Je l'ai tweeté ce week-end, c'est Ross Turnbull. Turnbull. La torsion des testicules. Victor. Il a une prestation, mais affligeante. Ouais. Affligeante. Pour moi, c'est l'un des gardiens les plus mauvais. Ouais, enfin, il est gardien pour le mauvais. Je m'étais promis de le descendre, voilà, c'est fait. C'est la doublure de Petr Cech, donc bon, voilà, c'est sûr qu'il y a ce penalty sur le joueur de Brentford. Après, il n'y a pas trop de soucis à se faire niveau gardien avec Chelsea. Ils ont Petr Cech dans les cages, ils ont le jeune Thibaut Courtois qui fait une année magnifique à l'Atlético Madrid, 2 années magnifiques à l'Atlético Madrid. Ouais, ils veulent le reconduire encore en prêt. Donc voilà, c'est pas vraiment le secteur à renforcer niveau Chelsea, je pense. Pas tellement d'hommes du week-end, plutôt un homme suspendu en Champions League. Je veux revenir sur l'homme de la semaine. C'est le problème de Chelsea, vu qu'ils font pas tourner à chaque fois quand il y a des matchs de coupe, c'est toujours Setch. Ouais, mais si jamais Setch se blesse, là, ils sont dans la merde. L'homme du week-end, tu pensais quoi 2 hommes du week-end. Le premier, c'est Olivier Giroud avec son doublé. Bien sûr. Il fait un match énorme, il tente des ciseaux, des reprises de volée. C'est magnifique ce qu'il a fait ce week-end contre Brighton. Le deuxième, c'est Wayne Rooney, vivant, il a dû se créer 10 occasions. Il y avait Manchester a vraiment contrôlé Fulham. C'était facile pour eux. Il y avait Schwarzer qui était en jour de grâce, même s'il en prend 4 contre Rooney. Il fait 8 parades sur lui. Bon, il marque quand même. Il fait un très grand match. Rooney, il est en train de revenir en forme et c'est tout bon pour United, ça. Il y avait un homme aussi qui a fait la chronique cette semaine, c'est Eden Hazard. Ouais. Avec son coup de pied. Alors, il y en a qui vont dire oui, c'était intentionnel et d'autres non. Je voudrais avoir votre avis. Il va prendre plus de 3 matchs, ça c'est sûr. Un geste à 70 cette semaine en League Cup, il y avait 0-0, on était à la 78e minute. Un geste condamnable à plus de 3 matchs. À la limite, c'est ok pour suspendre Hazard, mais dans ce cas, que Swansea se prenne quelque chose, quoi. Parce que, ok, le ramasseur de balles qui rend pas la balle tout de suite. C'est le fils du plus gros actionnaire de Swansea. Il plaque la balle par terre, il empêche le joueur de la prendre. Enfin, le gamin, une semaine avant. Il avait annoncé déjà. Oui, il avait annoncé sur Twitter c'est préméditation, monsieur. Qui mettrait la pagaille lors du match. Et moi je suis désolé, j'ai perdu 2-0 à l'aller, il faut que je remonte le score. Le gamin qui se jette éperdument sur la balle, moi je mettais le coup de pied dans la tête. Aussi, hein. Vous voulez que je résume ça? Vous voulez que je résume cette situation? This is football. Vas-y. Voilà, ça fait la chronique, ça nous fait rêver. Ouais. On a de ça tous les week-ends. Je veux dire, c'est peut-être pas des coups de pied dans des gosses, mais on a des histoires comme ça tous les week-ends dans n'importe quel championnat. Barton a tweeté. Il a pris la défense d'Eden Hazard. Il a pris la défense et en fait il a dit que le seul crime d'Eden Hazard sur ce coup-là, c'est de pas avoir tapé assez fort. Et il a reçu aussi le soutien de Harry Redknapp qui disait que c'était pas normal et que le gamin avait fait ça et qu'il avait, il avait prémédité, qu'on arrête avec cette exemplarité des sportifs. Les footballeurs sont les salariés de clubs. À moins d'être dans le cadre de leur sélection nationale ou éventuellement une fédération peut leur donner, et à moins de ne pas préjudier à l'image de leur club, ils n'ont pas à être exemplaires. Ils pouvaient filer un coup de pied à un ramasseur de balles. Moi je refuse, j'en ai assez de ce contexte aseptisé autour du football. Je refuse ça. Les sportifs sont pas des exemples, les sportifs sont des sportifs, ils sont incultes, ils jouent au football. Donc joue bien au football, et s'il met un coup de pied à un gosse sur un terrain, il sera sanctionné par la fédération, ce qui doit être sanctionné. Là je crois que malheureusement il risque de prendre plus puisque la fédération anglaise est très énervée, mais je suis pas d'accord avec une trop lourde sanction. Ils veulent lui mettre on va dire à peu près 9 à 10 matchs, ce qui est très lourd et ce qui va être très handicapant. Ils vont en faire un exemple. Oui, ils vont en faire une jurisprudence, un précédent. Comme ils ont fait exactement le même truc avec Suarez l'an dernier. Après Chelsea a une bonne défense parce que Charlie Graham, c'est ça, le ramasseur de balles, a tweeté juste la veille disant que je suis le plus grand ramasseur de balles du monde. On va gagner du temps. Donc Chelsea a une bonne défense quand même. Ça passe pas, le mec il a tapé un enfant, tu sais, genre tu sais bien dans le politiquement correct anglais en plus, on voit bien que c'est un étranger en plus, c'est pas un anglais. Attends, il l'a pas vraiment tapé. On voit bien sur les images qu'il met un coup de pied en dessous dans le ballon, la balle sort de l'autre côté. Il tire dans ses côtes. Il tire pas dans le ballon, il met un point de vue. Ça c'est normal. Il tire à moitié dans le ballon et en même temps il prolonge le geste, comme ça il lui met un petit taquet au passage. Je suis d'accord, mais je pense qu'ils vont le regarder, ils vont dire ouais c'est surviolent et tout. Je vous coupe 2 secondes. Déclaration dans la presse de l'attaquant de Bradford qui va jouer la finale de la League Cup, de la Capital One Cup contre Swansea justement. Déclaration: je suis sûr que les ramasseurs de balles vont nous aider à Wembley. C'est beau ou pas? C'est beau. Ça va faire polémique. En tout cas, on verra ça dans les prochains jours pour de ce qui est de la suspension d'Eden Hazard. Un moment tant attendu dans le débrief, c'est une nouveauté qu'on a créée, ce sont les dossiers du football. Cette semaine, nous nous attardons sur le grand sujet
C'est bien sûr le Bayern de Munich et sa recrue phare, j'ai nommé Pep Guardiola pour l'année prochaine. Pep Guardiola, juste en quelques stats, c'est 2 Ligues des Champions, 3 Championnats d'Espagne, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Coupes d'Espagne et 4 Super Coupes d'Espagne à seulement 47 ans. Et juste entraîneur en plus. Ouais. En plus, tu rajoutes le palmarès de joueurs. Ouais, mais c'est parce qu'il était au Barça aussi, ça aide pas mal. Mais c'est lui qui l'a aidé. Hein. Il a signé au Bayern de Munich jusqu'en 2016. Messieurs, une nouvelle philosophie de jeu pour le Bayern. Ribéry, il est au top en ce moment. Est-ce que ça va l'encourager? Il a déclaré aussi dans la presse qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde, qu'il fallait le considérer comme l'un des. Ouais, c'est la vérité, hein. Non, j'allais pas dire ça, j'avais pas parlé de ça en fait, mais j'allais dire c'est pas forcément une nouvelle façon de jouer pour le Bayern, pardon, parce que Van Gaal avait ramené toutes les méthodes hollandaises du Barça inspiré par Cruyff au Bayern, voilà exactement. Donc en gros, il va pouvoir adapter son travail Guardiola, je pense, et justement travailler dans un environnement qui, enfin, comment dire, c'est fertile pour sa façon de jouer en fait. Ça va prendre, moi je pense. Hein, Puis quelles vont être les conséquences? Moi j'entends partout du changement de tactique, etc. Ouais, non, c'est pour moi, le Bayern, c'est un petit peu en dessous que le Barça cette année. Mais là, est-ce que ça va changer justement? C'est pour moi la deuxième meilleure équipe d'Europe. Toujours une grande culture de jeu. J'y viens, sauf qu'au Bayern, c'est simple. Il y a l'entraîneur et au-dessus, il y a les anciens. Et il n'y a personne qui dérange les anciens. Donc Guardiola, il va écouter ce qu'on lui dit. Ça va pas être le roi. Ça a toujours été ça au Bayern. Ils ont toujours marché comme ça. Ils ont toujours gagné comme ça. Ils ont toujours gagné des trophées comme ça. Ça va pas changer. Ils vont gagner des trophées. Ils vont être énormes. À mon avis, il y a Jacques qui vient de soulever un problème important. C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il y aura de problème dans le jeu parce que c'est un entraîneur talentueux. Il aura de l'argent pour recruter. Mais 278 millions d'euros. En revanche, les relations avec Beckenbauer, les Holness, tout ça, je suis pas sûr que ça se passe toujours bien. Parce qu'il y a des problèmes de vestiaire et même de. Mais dans l'organigramme du club surtout, je suis pas sûr que Pep Guardiola, qui est quand même quelqu'un qui a du caractère, s'entende toujours avec les historiques du Bayern. Pourtant, du côté de l'Allemagne, on se réjouit de l'arrivée de. Oui, le public. Non, mais le public, la direction du club, mais après à l'usage, comment ça se passera? Tu sais, quand ça coince un peu au Bayern, ça marche quand même toujours pareil. Cette faculté-là qu'ils ont, c'est même quand il y a des problèmes dans les dirigeants ou alors entre joueurs, juste sur le terrain, ça se voit pas. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est leur force, hein, moi je trouve. Est-ce qu'un homme, donc je pense que ça devrait aller. Est-ce qu'un homme qui incarne, un homme comme Guardiola, qui incarne un tel respect dans un club comme le Bayern, qui incarne aussi un respect énorme et une image énorme à travers le monde du football, est-ce qu'ils vont pas avoir trop de respect? Non, c'est pas ça. C'est Comment vous avez trouvé un pépin dans cette équipe, surtout avec l'enveloppe de 278 millions et l'équipe qui est actuellement des Schweinsteiger, je te disais, il faudra voir à l'usage. L'usage, c'est qu'ils vont gagner 2 ou 3 Champions League. On va le voir, l'usage. Il faut arrêter la projet offensif. Il y a Madrid qui vont gagner 3 aussi. Il y a City. Il y a trop d'équipes qui ont trop d'argent et tout. Moi, j'attends. On verra. On va avoir des beaux matchs. Tu parlais tout à l'heure du recrutement. Tu l'as dit, un chiffre important, 278 millions d'euros. Oui, pour recruter. Des gros noms. Brésil, déjà annoncé. Déjà, avant d'annoncer cet investissement, ils étaient sur la petite perle de Malaga, Isco, qui est un très très bon joueur. Et maintenant, on peut rêver à la Manchester City, à la parisienne, Falcao, Ozil. C'est possible? Je pense que c'est possible. D'ailleurs, les gars, le Bayern, il n'y a jamais eu aucun problème d'argent. Non, mais est-ce que c'est possible pour ces joueurs-là de dire je vais aller au Bayern? Est-ce que je vais c'était pas le problème d'argent, c'est le problème de pouvoir attirer des grands joueurs pour les faire venir jouer. Je sais, mais ils ont jamais eu de joueurs exceptionnels. Qui le Bayern? Non mais les Allemands, oui, on est d'accord. Mais ils n'ont jamais réussi à attirer un Ronaldo, un Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Le problème là, c'est que là, ils vont commencer à recruter. Ils ont 2 cibles pour devant. Alors il y a Falcao, c'est les cibles de Guardiola. Il voudrait bien Falcao, une enveloppe de 60 millions pour lui. Luis Suarez, donc de Liverpool, à 47 millions d'euros. On en parlait. Il y a Ozil. Mais ces joueurs-là, est-ce qu'ils vont accepter d'aller dans ce championnat-là? Le Bayern évolue sous un Guardiola. La Bundesliga n'est pas un championnat si alléchant. Non, mais ils peuvent gagner la Ligue des Champions. La Bundesliga surtout. Ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Luis Suarez. Je pense qu'un joueur de haut niveau sera pas réticent pour aller au Bayern de Munich avec Pep Guardiola comme entraîneur. Je n'ai pas cette inquiétude-là pour eux. En revanche, l'inquiétude que j'ai, c'est la relation de Pep Guardiola avec les grands du Bayern, parce que les grands du Bayern, qui que ce soit qui soit passé par là, Van Gaal, tout le monde, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des remises en question. J'attends de voir la confrontation entre les deux entités, moi. Pour Franck Ribéry, une très bonne nouvelle d'être entraîné par un si grand entraîneur. Je suis pas sûr, j'attends de voir Guardiola. Il s'est pas fait entraîner par des pantins avant. Ouais. Il y avait quand même des monstres. Ouais, mais bon, par rapport au système de Guardiola et ce qu'il demande niveau pressing. Il va se régaler, Ribéry, il va s'amuser. Est-ce qu'on risque de voir une Robben, je pense une équipe
Une équipe avec plein d'Espagnols dedans. Je pense. Ah bah forcément, il y aura. Déjà, il y a Javi Martinez, l'ancien de 40 Bilbao. millions. On risque d'avoir pas mal de... Oui, je pense que Guardiola va quand même. Et puis il voudra de toute façon donner une touche latine à cette équipe. Il voudra. Surtout au milieu de terrain, je pense. Voilà, il voudra des joueurs techniques et il voudra poser son jeu comme il l'a fait à Barcelone. Donc il y aura forcément des joueurs ibériques qui viendront. C'est obligatoire. Ribérique. Bravo. Et Pep Guardiola qui va toucher 8 millions d'euros par an, un jackpot. C'est correct. Ça... On l'attendait pas du côté du Bayern justement, on l'attendait plutôt du côté de City. Ça vous a surpris vous y attendez ou pas? Je pense que ça a surpris tout le monde. Ouais, surtout qu'il y a eu des déclarations de fête dans la presse, quoi. Le jour même, en fait. Et personnellement, ça m'a agréablement surpris. Ouais, pareil. Parce que je trouve que d'aller dans un club comme le Bayern, après être passé au Barça, il choisit une institution, il choisit pas forcément l'argent, il choisit le défi sportif et c'est tout à l'honneur de cet homme qui est extraordinaire pour moi, Pep Guardiola. Ouais, bon, on verra ça de toute façon. La semaine prochaine, Bayern qui s'est imposé à Eintracht Francfort 2-0. Stuttgart. Match très solide. Mandzukic et Müller. On parlera de la Coupe d'Afrique des Nations et du Zoom du week-end, mais avant ça, c'est Mina City M83 dans le débrief. M83, Mina City dans le débrief.
Le zoom du week-end, c'est au Portugal avec un choc entre le Sporting Braga et le Benfica. 16e journée, victoire 2-1 du Benfica avec des buts de Salvio et de Lima, alors que Pedro a réduit la marque pour Braga. Benfica qui s'affirme en patron avant le match de Porto ce soir. Tania et Victor ont regardé le match. Qu'en pensez-vous? Douloureuse victoire de la part de Benfica. D'ailleurs, je vais présenter la belle Tania. Bonjour Tania. Bonjour Flavien. Tu vas bien? Oui. Douloureuse victoire. Alors je disais, Victor, qu'as-tu pensé de ce match? Benfica a eu pas mal de réussite quand même. C'est plutôt Braga qui a eu les occasions et la possession au final sur l'intégralité du match. Mais Benfica a joué en fait en contre comme d'habitude avec ses deux ailiers sur les côtés, sa pointe. Ils avaient mis comment il s'appelle déjà celui qui a marqué le deuxième but, parce que j'ai un trou avec ce joueur. Lima, merci. Donc Lima est bizarrement Gaëtan en 10 alors que normalement c'est un ailier, mais ça a marché plutôt pas mal parce qu'il se projetait très vite vers l'avant. Du coup, en première période, ils ont réussi à contrer Braga plutôt efficacement. Du coup, ils ont mis les deux buts. Mais aussi, Braga avait vraiment très peu de réussite devant le but, faut le dire, quoi. Donc, ils ont réussi à revenir en fin de match. C'était chaud sur la fin de match quand même pour le Benfica. Mais surtout en plus, je sais pas si vous avez déjà vu le stade de Braga, hein, mais avec des pierres derrière. Il y a une tribune, c'est une montagne en fait. C'est assez sympa, mais il est magnifique. Tania, t'en as pensé quoi de la victoire de Benfica? D'accord avec Oui, tout à fait d'accord. En fait, Benfica a attaqué pendant toute la première mi-temps et ils étaient plutôt sur la défensive en seconde mi-temps. Donc j'ai rien d'autre à ajouter en fait. Bon. Le joueur marquant tête, hein. Du coup, Gaëtan. c'était Gaëtan pour toi, Tania. Pourquoi? Il est beau. Oui aussi, non mais parce que c'est un des joueurs qu'on voit le plus dans l'équipe du Benfica, donc voilà. Moi j'ai bien aimé Salvio et John, hein, donc les deux ailiers de Benfica. Ils sont vraiment bien rapides, ils se projettent bien vers l'avant. Donc, bon, c'est un peu différent des jeux que Benfica nous faisait en fait d'habitude avec Aymar, Cardozo, etc., où c'était plus des jeux de possession. Là c'est plus en contre-attaque, vraiment. Bon, c'est pas mal, hein. Porto qui a la pression. En même temps ils l'ont tous les week-ends, hein, parce ils sont toujours à égalité. Chaque semaine ils gagnent leur match. Donc, bon. Mais il leur manque un match à Porto, donc. C'est ce soir, quoi. À chaque fois ils ont leur match en retard. Ils rattrapent. C'est quand Porto Benfica d'ailleurs, tu sais pas? Non. Ok, ça doit être vers mars, je pense. Dans deux prochaines journées. Je sais pas si ça va se tenir comme ça. C'est pas mal de suspense, hein, quand même en Portugal. Tu vois qui vainqueur du championnat? Benfica. Mais en plus, ça se voit, ils ont la niaque pour, donc. Au niveau du jeu, c'est beaucoup plus fluide que Porto, parce que quand même Porto, c'est pas mal. Moi, je préfère le jeu de Porto. Hein. C'est quand même collectivement. Toi, tu vois Porto, Victor? Je sais pas après, parce que comme je te l'ai dit juste avant, Porto a quand même gagné tous les championnats dernièrement. Benfica, ils ont quand même la rage un peu de gagner ce championnat. C'est des rageux. Mais c'est vrai que le jeu collectif de Porto est quand même supérieur, quoi. Bon, après, largement supérieur. Benfica a perdu Ravi Garcia quand même, parti à 6. Ça ne les a a pas. Axel Witsel aussi au milieu de terrain. C'est pour ça qu'ils ont un peu de mal et qu'ils sont obligés de jouer en contre. Je pense qu'ils ont du mal au milieu de terrain. Ils ont Matic, c'est un peu un bourrin quand même. Je sais plus qui c'était le deuxième à côté de lui, mais c'était pas non plus un poète, hein, mais bon, c'est un peu bizarre, hein, pour un joueur portugaise, mais il y a une partie bourrin, une partie contre. Bon. Le championnat portugais qui monopolise toujours 2 ou 3 équipes. On a soit le Benfica, soit Porto, ou alors Sporting Portugal, ou alors Sporting Braga. Sporting, ça fait 10 ans qu'il. Est-ce que c'est une question que je me pensais, que j'ai pensé hier soir. La Ligue 1 est-elle meilleure que le championnat portugais ou inversement? En termes de titres de Coupe d'Europe, on est moins fort. En Coupe d'Europe, bien sûr. En termes de stats, oui. En termes de palmarès. Et en termes d'indice UEFA, ils sont passés devant nous. Bien sûr. On est derrière le Portugal pour moi. On passe devant eux à la fin de la saison déjà. Mais au niveau du jeu, dans le jeu, c'est difficile en fait à dire. Du fond de jeu du championnat de France comparé à celui-là du championnat portugais. C'est difficile de parler de fond de jeu parce qu'en France, tu sais bien que les équipes ont tendance à pas prendre de risques. Bon, alors qu'au Portugal, c'est tout pour l'attaque. Voilà. Ouais. Et bon, en même temps, ils ont pas des défenses très efficaces. Généralement, c'est des défenseurs brésiliens. Bon, il y en a certains qui sont très bons comme Bruno Alves, mais bon, après. Ça ressemble au championnat brésilien. Ouais, voilà. Après, il y a moins de clubs, il y a moins de concurrence aussi. Les écarts sont plus importants entre les équipes. Donc, c'est difficilement comparable en fait. Surtout que les petites équipes ne blindent pas comme en France, quoi. Bon. Moi personnellement je préfère la France parce que c'est le championnat que je regarde tout le temps, quoi. Donc je suis dessus attaché aussi, mais bon, j'aurais du mal à comparer en fait. Comment on explique que des clubs portugais soient aussi présents en Ligue Europa, plus en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions, ils ont moins de matchs à jouer, ils ont une concurrence moins forte. L'indice est meilleur aussi que
que par chez nous. Ouais, bah bien sûr, mais en même temps, comment dire, c'est aussi une histoire d'état d'esprit, hein, comme on le dit souvent. En France, on a du mal à aller chercher la victoire, quoi. On n'est pas trop les gagnants, donc bon. C'est aussi par rapport à ça. Et puis en Coupe d'Europe, on a tendance à faire tourner. Pareil, je pense que c'est une question de mentalité. Les clubs français passent leur temps à essayer d'accrocher les places qualificatives en Coupe d'Europe pour ensuite expliquer qu'ils ne peuvent pas les jouer. Donc voilà, je pense pas que ce soit le cas au Portugal. Et encore une question de culture footballistique qui est bien plus développée là-bas, à mon avis. C'est magnifique. Hier, je sais pas si vous avez regardé le CFC, mais il y avait le gardien de Rennes. Le Canal Football Club, sur Canal à 19h. Benoît Costil. Le Giroud gardien. Je sais pas, son ambition, c'était d'être au maximum 5e ou 4e. Et puis bon, clairement, il avait pas vraiment envie de jouer la Coupe d'Europe derrière. J'ai l'impression. Mais en France, il sait qu'il y a quand même des gros concurrents. Il y a Lyon et Paris. Donc peut-être tu peux essayer d'accrocher au moins la 3e place, le podium. Tu sais, avoir des ambitions, c'est pas forcément les réaliser, quoi. C'est juste avoir envie de faire quelque chose pour aller chercher son but. Ce que tu revendiques, c'est qu'on a cette manque d'envie d'avoir des ambitions. Si t'as pas d'objectif, tu peux pas les atteindre, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où on vise la 5e place, tu vas forcément arriver à la 7e. Enfin, ça me paraît logique. C'est complètement différent dans le championnat portugais, Tania. Tu penses au niveau des ambitions, au niveau de la hargne, les équipes, même une équipe 10e du championnat portugais, prouve qu'elle a envie d'aller voir plus haut. Au niveau toi qui suis le championnat portugais, tu penses qu'il est bien meilleur que celui de la Ligue 1 ? Non. En fait, le problème, c'est qu'en France, on est beaucoup plus visible, même mondialement, que la Ligue portugaise. Donc, qui est 10e au Portugal c'est pas assez médiatisé. Enfin voilà, tout à fait. Donc, une salle. Et puis bon, on n'a pas aussi les mêmes moyens. C'est marketing aussi. Ils ont des marques, Moréan, c'est tout. Enfin, bon, ouais. Ok, on verra ça. De toute façon, on en reparlera quand il y aura un gros choc dans le championnat portugais. On va faire un petit tour sur les terres d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations avec des surprises. Écoutez bien. Et le Cap-Vert qualifié et son joueur Luis Suarez alias Platini. Quand il y a un coup franc de Platini, messieurs, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai qu'il s'appelle Platini. Ouais. Et deux équipes éliminées à la Coupe d'Afrique des Nations qui se passent en Afrique du Sud. C'est le Maroc et l'Algérie qui sont éliminés dès les phases de poule. Et je l'ai dit, grosse surprise, c'est le Cap-Vert. Et l'Afrique du Sud, pays hôte aussi, est qualifié. Vos impressions sur cette CAN, sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé samedi dernier. Pas samedi là, mais samedi dernier. Jérémy ? Alors, moi j'ai regardé quelques matchs et je suis agréablement surpris par le niveau qui a été joué, contrairement aux dernières années où c'était vraiment un niveau exécrable, quoi. Les premiers matchs c'était pas top, quand même. CFA 2. Non, mais il y a des équipes comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso qui a pas mal joué, qui vraiment ont développé du beau jeu et ça m'a vraiment étonné. Bon, après bien sûr des stades vides, des terrains pourris. Le Vuvuzela, ça t'énerve toi, Victor? J'ai jamais pu. Moi ça m'avait pas manqué. Attends, qui aime le Vuvuzela? C'était horrible les Vuvuzela. Bah moi. T'entends pas l'ambiance du stade. Quand il y a un but, l'ambiance te change pas en fait. C'est comme si c'était rien passé. C'est horrible en fait. Pardon. Votre équipe qui vous a plus impressionné moi, la Côte d'Ivoire, de très très loin. Par rapport à son match contre. Ouais, le 3-0 et puis la force collective, la force physique, technique. Pour moi, ils sont bien au-dessus du lot. Gervinho et Yaya Touré pour finir. Pourtant, c'était Lassina Traoré qui était titulaire, l'attaquant de Lanzi Makashkala avec dans le club d'Eto. Là, il était titulaire à la place de Drogba, mais Gervinho. Je pense que Lamouchi a laissé Drogba au repos pour l'avoir sur les matchs. Oui, il a déclaré qu'il comptait sur lui sur les phases d'élimination. Je crois que c'est d'ailleurs une très bonne gestion, moi, à mon avis, de Lamouchi, qui est un garçon, je pense, intelligent et qui, à mon avis, mènera cette Côte d'Ivoire assez loin dans la compétition. Je suis pas très inquiet pour eux. Le Ghana qui est privé des deux Marseillais, qui se prive des deux Marseillais, Jérémy, Jordan et André. Jordan n'était pas sélectionné à la base, c'est surtout André, quoi. Ouais, et le Ghana qui réussit pas. Qui réussit bien pour le début de cette compétition, qui est avec le Mali 2e et Congo 3e. Ça va être un petit peu compliqué au début. Il y a André Ayew qui a déclaré n'avoir pas été au courant en fait c'est l'équipe du Ghana qui lui a dit clairement tu ne viens pas parce que tu es blessé. Alors que lui, l'information c'était qu'il était arrivé qu'il était arrivé en retard et du coup le sélectionneur du Ghana l'avait renvoyé. Il y a eu la version d'André Ayew hier dans le CFC. Donc il a déclaré que le staff lui avait dit tu es blessé, tu ne viens pas, on ne te prend pas, alors qu'il avait bien déclaré au sélectionneur qu'il était rétabli.
Vu que d'ailleurs, il est revenu, il a joué tout de suite avec l'OM. Donc il y a sûrement les frères Ayou, ils ont des rapports compliqués avec la fédération ghanéenne depuis le début. Avec le père Abedi Pelé et puis l'OM qui est pas là extrêmement clair parce que les médecins de l'OM avaient quand même prévenu d'une fragilité d'André donc non c'est toujours la même chose avec ces fédérations africaines, les rapports entre les clubs c'est souvent assez nébuleux. On saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Avec Ayou en plus. Ouais, le Burkina Faso. Quand il avait signé à Munich en 1860 en pensant que c'était le Bayern. C'est pas mal comme histoire, bon, ça vous fait rire, mais bon. Dès qu'il arrive à Munich 1860, il pense qu'il est au Bayern Munich, il a signé quand même pas bon ça. On a parlé tout à l'heure du Burkina Faso, le Burkina Faso qui est aussi une surprise avec Jonathan Pietroipa, le Rennais, et puis Alain Traoré qui sauve son équipe. Meilleur buteur de la CAN pour l'instant, Traoré 4 buts. Grand joueur. Le Burkina peut aller loin, Jérémy? Vu le jeu qu'ils ont développé, j'ai vu le match, franchement, en demi-finale, c'est possible. Dans l'ensemble, sur l'ensemble des matchs que vous avez pu observer, que vous avez pu regarder, le niveau est-il bon? Est-ce que c'est encourageant pour C'est différent en fait du jeu à l'européenne. Il y a certaines équipes qui essayent de mettre en place un jeu plus européen, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. Éventuellement l'Algérie aussi d'ailleurs, ça leur a pas trop réussi d'ailleurs, mais sinon après t'as aussi d'autres équipes comme le Burkina ou le Congo qui ont des jeux à l'africaine en fait, c'est quand même différent quoi. Ça se ressent quand tu le regardes, là je saurais pas trop comment te l'expliquer texto quoi, mais quand tu regardes les matchs ça se ressent quand même. Puis c'est un jeu très haché, c'est très physique. Le match d'hier, donc c'était Maroc Afrique du Sud. Faut voir les taquets qui s'envoient les mecs quand même. Et puis l'arbitrage. Oh là là, on se plaint de l'arbitrage en France ou en Angleterre, mais alors là, on n'est pas déçus. Ça laisse jouer. Ça laisse jouer. Quand le Maroc a égalisé à la fin, ils ont cru qu'ils étaient qualifiés, alors que pas du tout. Ils étaient super contents sur le banc, mais non. En fait. Drogba peut espérer la gagner cette année? Oh oui. Bah oui, la Côte d'Ivoire ils sont en position, oui, c'est pas. Mais bon après ça reste une coupe, donc. Mais oui, c'est une des plus fortes équipes du tournoi. Drogba on a mis une information hier dans la page Facebook Le Débrief qui est proche de signer à Galatasaray, qui va sans doute signer dans le club de Wesley Sneijder, l'ancien turinois, l'ancien interiste pardon. Une très bonne idée une très bonne nouvelle pour Galatasaray d'associer Schneider et Drogba. Il pourra jouer la Ligue des Champions, Didier Drogba. Schneider aussi d'ailleurs. Deux joueurs de classe mondiale ensemble, ça peut pas être mauvais pour eux. Mais le choix de la Turquie, oui. De toute façon, pour 6 mois, c'est une bonne pige. En Turquie, de toute façon, t'as tous les grands mafieux qui blanchissent leur oseille. Donc, le président de Fenerbahçe, le président de Galatasaray, ils sont tous en train de blanchir. Donc ils ont du blé pour acheter des joueurs, c'est vite vu. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus pour eux. Sauf que quand le fair play financier va arriver en Turquie, je crois qu'à mon avis, il risque d'être très très embêté, je pense. Didier Drogba a signé pour 1 an et demi, d'après Charles Matorez. D'après les informations, c'est pas encore officiel. Il est juste derrière moi, il me dit ça pour 10 millions d'euros normalement. Donc on en parle. Par an ? On en parle. Pour 10 millions d'euros, Shanghai Shenhua et Galatasaray, 10 millions d'euros et 1 an et demi. Mais c'est pas encore acté comme je le disais. Et messieurs, on va passer au jeu. Le petit coup de sifflet. Rejoignez-moi autour de la table s'il vous plaît. Ne trichez pas sur ma feuille. Messieurs, la Ligue 1 a fait son entrée dans le débrief. Un peu de culture. Un peu de culture ne fait pas de mal. Je pense que vous allez avoir du mal. Jérémy n'a pas ramené le maillot de Sochaux à menteur. Je l'ai oublié, je suis désolé. Et la semaine prochaine, tu vas devoir le porter encore une fois. 2 jours. C'est toi encore le perdant. Vous allez me citer, s'il vous plaît, vous allez me citer les meilleurs buteurs de la Ligue 1 depuis 1970. Sinon, c'est trop long. 1932 le premier. C'est l'Argentin Delio Onis qui détient le record avec un total de 299 buts inscrits. Le perdant, bien sûr, portera le maillot de Sochaux, mais on sait que c'est Jérémy. Des buts en une saison ou en totalité d'une carrière? Non, une saison, les meilleurs buteurs chaque saison. Alors, je vais commencer par Tania. Pauletta, oui. Jean-Pierre Papin, oui. Jacques? Stéphane Guivarch, oui. Mamadou Niang, oui. Steve Savidan, non. Si. Mais non, il a été meilleur buteur. Non, Steve Savidan. Mamadou Niang. Non, trop tard. Mais tu as perdu, c'est bon. Alexander Fry, oui. Tania. Benzema. Karim Benzema, oui. Lilian Lasland, non. Jean-Régis. Sylvain Wiltord, Bordeaux. Sylvain Wiltord, oui. Djibril Cissé, oui. Stéphane Guivarch. J'ai déjà dit. Tania. Tu as Gignac, oui. Jean-Régis. J'ai perdu. Ah oui. Jacques. Chabani Nonda, oui. Bernard Lacombe, non. Oh,
Non. C'était avant, ouais. Avant 70 peut-être. Ouais, voilà, c'est peut-être pour ça. Ah merde. Je me retrouve avec Tania. Un joueur. Il y en a un que t'as pas cité, Jacques. Djorkaeff. Djorkaeff, oui. Patrice Loco. Oui. Il est éliminé. Tania, et ça joue entre Tania et Jacques. Alilodzi. Vaid. Moi je veux dire un truc. Alilodzi. C'est oui, c'est oui. Tania a gagné, il triche depuis tout à l'heure, Jacques. Eh bah, c'est bon. Tania. Mais c'est un scandale. C'est pas une nouvelle star. Mais Savidan il devrait gagner, bordel. Mais non, mais oh là là. S'il vous plaît, je vais vous citer les autres noms: Roger Boli, Nicolas Wedek, Alan Boxis, Bernard Zégnier, Jules Bocandé. Jules Bocandé, vous connaissez quand même. Jules Bocandé. Attends, Patrice Garande, bien sûr. Erwin Costellet. Il y a Anderson aussi. Carlos Bianchi. Joseph Scoblar, Moussasso, que vous n'avez pas cité, messieurs. Moussasso, vous auriez même pu citer Néné et Hazard. C'est vrai. De la saison dernière. Giroud, idiot du village. Sonny Anderson. Ouais. Aussi. Et Patrice Loco. Ah, et bah écoutez, merci beaucoup. On se retrouve fin de l'émission. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Bon courage à tous. Rendez-vous lundi prochain. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas et retrouvez-nous sur notre page Facebook. Likez, faites partager avec vos amis et n'hésitez pas aussi à mettre des informations. Merci de nous avoir écoutés. C'était le débrief.